Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Une attaque d'une rare violence a secoué Wulgo au Nigeria dans la nuit de lundi à mardi. Des combattants de Boko Haram lourdement armés et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers ont attaqué un poste mixte des forces de défense et de sécurité. Bilan, 12 soldats tués et une dizaine de blessés selon le ministère de la Défense. La région de l'extrême nord, déjà meurtrie par des années d'insécurité, est sous le choc. Infrastructures réduites en cendres, véhicules militaires calcinés et des camions transformés en corbillards improvisés. Dans l'ombre, une population terrorisée. 2 semaines plus tôt, sous les Dérois, 2 chercheurs étaient massacrés par erreur, victimes d'une paranoïa nourrie par les attaques répétées de Boko Haram. Comment survivre quand la méfiance devient une arme de survie? Alors qu'une riposte à la hauteur de l'attaque sont attendues, comment protéger des civils pris en étau entre la terreur djihadiste et la défiance envers toute présence extérieure? Quel soutien pour les familles des soldats tombés et ces communautés abandonnées à leur sort? Les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. Et on ouvre par cette attaque de Wulgo. Des soldats survivants et des personnalités politiques pleurent la perte de héros tombés au front. Les meurtres barbares de soldats camerounais dans un poste avancé à Wulgo, au Nigeria, ont plongé de nombreux Camerounais dans le deuil. L'attaque survenue dans la nuit de lundi à mardi aurait été perpétrée par des terroristes présumés de Boko Haram. Selon le communiqué officiel du ministère de la Défense, le bilan s'élève à 12 morts et une dizaine de blessés. Les soldats survivants rendent hommage à leurs collègues disparus, tandis que la population camerounaise honore la mémoire des militaires tombés au combat. Plusieurs personnalités politiques, dont Maurice Kamto, Cabral Libby, Nourane Foster et Akere Mouna, ont fermement condamné cette attaque et ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Fondre Marquez. The horrific killings of dozens of Cameroonian military personnel by suspected Boko Haram terrorists at a control post in Wulgo, a locality in northeastern Nigeria's Borno state near the border with Cameroon, in the Lake Chad basin have left many flabbergasted, especially within the ranks of the soldiers. Ils ont tourné la 14-5 dessus, non? Mais la 14-5 là, ils ont tourné ça sur les murs ici. On a brûlé un bois là-bas dedans. Cameroonians from north to west, east to south, are mourning the heavy loss. Maurice Kamto, leader of the CRM party, has condemned the act, extending heartfelt condolences to the bereaved families and the entire Cameroonian military corps. He suggests that it is time to provide a long-lasting solution to the prolonged insurgency, including rejuvenating the morale of troops in battle. Kamto added that the government must urgently address the logistical challenges faced by soldiers at the battlefront. Cabral Libby of the PCRN, reacting on his Facebook page, salutes the bravery of the soldiers, stating that each time a soldier falls at the battlefront, it breaks his heart, making him realize the worth of their sacrifice. Nourane Foster, a fellow PCRN colleague, pays a glowing tribute to the fallen soldiers, likening them to stars in the sky. Akere Mouna, a presidential aspirant, expressed shock on his Twitter handle that the media has not given much attention to these fallen soldiers, unlike their coverage of football and the 40th anniversary of the CPGM party. While saluting their bravery, Barrister Akere Mouna emphasized that Cameroonians should ensure that their sacrifice is not in vain. According to official statement from the Cameroon's Ministry of Defense, 12 Cameroonian soldiers died, with 10 of them sustaining injuries. This official statement comes to silence reports by Jeune Afrique that 19 soldiers were killed. RFI and L'Oeil du Sahel newspaper in their recent publication also reported on the number of casualties recorded. Reports have emerged that the attackers, disguised as herders and traders, launched a surprise assault on the post. The assailants had infiltrated Gamboro, a bustling commercial town, before striking, resulting in human and material damage, and seized heavy war weapons from the soldiers.
Également dans l'actualité, la population de Santa, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest, s'oppose à l'intronisation d'un chef de 3e degré dans le nouveau village de Santa Akoum. Mardi, les habitants de la localité ont exprimé leur mécontentement en organisant une marche vers le bureau du sous-préfet. À la suite d'une concertation avec les autorités administratives, avec l'autorité administrative principalement, l'intronisation a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Selon la population, la création de ce nouveau village au sein de Santa risquerait de provoquer des tensions communautaires. Les habitants redoutent également l'émergence de conflits liés aux limites territoriales et aux droits traditionnels. Fondone Marquez. The population of Santa in the Mézam division of the Northwest Region has expressed disapproval over a recent decision by the senior divisional officer of Mézam to install a Kamanto Wanki Fru Francis as a third-class fund of a new village named Santa Akoum. We are saying no because if it is accepted, then there will be total chaos in this area. The villagers, dissatisfied with the decision, marched to the office of the divisional officer of Santa, carrying placards and peace plans to express their outrage and disappointment. They argued that it is impossible to create another village within an existing village. I'm flabbergasted, I'm shocked with the recent decree that came out, which was signed by the SDO for Mézam. We have been here peacefully. Our people are going on with their activities. Just of recent, after 30 years of having presidential decree as a village, we got a recent decree from maybe the SDO of Mézam, who said he's creating another village within our own village. Following a meeting with the divisional office of Santa, the planned installation of the third-class fund scheduled for this Thursday was suspended. However, the question remains as to how the situation escalated, given that the said third-class fund is not from a royal family, according to the villagers. The Fon of Akoum have never a day met him a chief. The Fon of Akoum conferred the title of an Akamanto to him, and he now claims the title of a chief. The Fon of Akoum now took him to court. The judgment have not even been passed. He's now coming up with a decree creating a village. I don't know whether he's coming to rule who. He should tell us his jurisdiction, where is his territorial boundary, who are his neighbors. We want you to tell the people that we are not happy. With the enthronement suspended, the Santa village remains calm, awaiting further information from the administration regarding the issue. En culture, on parle d'une dope, un tissu jadis sacré, désormais banalisé. Aujourd'hui, il est arboré sans révérence par des personnes qui ignorent manifestement la valeur de cette étoffe empreinte de symboles. Selon nos investigations, seuls les initiés ayant reçu l'onction royale sont habilités à le porter. De son côté, Sa Majesté Innocent Nayan Toukam, roi des Batoufam, précise que ce tissu est réservé aux émissaires du roi, c'est-à-dire aux personnes mandatées pour une mission spécifique. Reportage Loïc Teguia et Franjo Tassonke. De nos jours, je me rends compte que beaucoup de gens portent déjà l'ondop. On dit que c'est déjà devenu vulgaire, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Moi-même, j'ai fait ce constat, j'ai constaté. Constat clairement établi par ce promoteur culturel au sujet de la dévalorisation d'une dope, tissu chargé de symboles et d'histoire, devenu très vulgaire. L'utilisation d'une dope aujourd'hui est à l'emporte-pièce. Le tissu ne doit pas se porter n'importe comment, comme chacun veut, comme les tissus tel gars qu'on trouve au marché. Je dis non. Le ndop, étoffe symbolique des traditions bamileke du Cameroun. La légende raconte qu'elle est le symbole de la chefferie traditionnelle, de la noblesse, des rituels et surtout des sociétés secrètes chez les Grassfields. Dans les rues de Bafoussam, les compatriotes sont conscients de ce que l'usage de ce tissu est réservé à une catégorie de personnes. L'ondop reste toujours restricté aux initiés, aux gens qui ont habilité de porter. Ce n'est pas tout le monde qui doit normalement porter ça. Si oui, il y a des conditions à remplir.
Tant que vous ne l'avez pas fait, je ne pense pas que vous devez porter le tissu Ndop. Le Ndop serait dès lors un tissu réservé aux personnes anoblies, initiées ou nées d'une lignée royale. Pour mieux comprendre cette approche, cap sur Batoufam dans le Kunki, à la rencontre de Sa Majesté Innocent Nayan Toukam, roi du peuple Batoufam. Tout messager du roi doit porter le Ndop. Donc tout messager, ça veut dire que tout ce que qu'un roi peut mandater pour une mission quelconque devait porter. Au palais royal Batoufam, édifice relativement moderne, avec l'un des musées les mieux agencés et très visité dans cette partie du pays, le monarque fait lui aussi le même constat et recadre. Ne porte le tissu Ndop que les mandataires que le roi a désignés ou peut désigner comme messagers. Messager, ça veut dire il a une mission quelque part. Si mes collaborateurs le portent, c'est parce que eux aussi sont des mandataires. Si mes filles peuvent porter, ou mes fils, c'est quand ils ont atteint une certaine classe de confiance et que le roi, leur père, peut le désigner comme jouant un rôle dans la communauté. Coup à beaucoup de choses. Est-ce que, si je prends un exemple, vous connaissez différentes croix, par exemple la croix gammée, la croix chrétienne, la croix d'Agadez, la croix... il y a tout type de croix. Est-ce que vous porterez un habit qui porte les motifs d'une de ces croix alors que vous ne connaissez pas la signification? Je dirais que c'est un danger. Vous courez de graves dangers. Cette tenue d'apparat des chefs traditionnels fait face à une menace aujourd'hui. Une production très traditionnelle, mais que certains tentent de moderniser en utilisant le Ndop pour fabriquer des accessoires et autres. Mood, parce que nous ne sommes pas des conservateurs, mais on va aussi demander que le Ndop, ça rime au temps, c'est-à-dire à l'évolution, à la modernisation et autres. Mais le mot messager du roi me revient tout le temps. Rapprochez-vous du monarque qui, comprenant le pourquoi vous voulez utiliser ce tissu, vous donnera certainement, je veux dire, feu vert de l'utiliser. C'est ce que je voulais dire. Rapprochez-vous des palais, comprenez, définissez ce que vous voulez en faire et obtenez le feu vert avant d'avancer. Le Ndop a été classé en 2020 au patrimoine national camerounais. Certains habitants de la région de l'Ouest que nous rencontrons sur le chemin appellent les chefs traditionnels à se mobiliser pour la restauration de son image et de son aspect sacré. De la culture pour le sport. Et vous le savez, les Lions indomptables se sont imposés face à la Libye lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec un score de 3-1. La victoire a été scellée grâce à un but de Brian Bemo et un doublé de Vincent Aboubakar. Une performance très attendue, accueillie avec enthousiasme par les supporters. Si ces derniers expriment leur satisfaction face à cette victoire, ils soulignent toutefois la nécessité d'ajustement, notamment sur le plan offensif. Leur réaction dans cet élément réalisé par Sébastien Oyébé et Julien Bapungi. Sorry, my French isn't very good, but I had a great time. It was a great win. Go Cameroon. I'm so proud. The match was wonderful. Seriously. It was nice. It was beautiful. Il y a beaucoup d'améliorations, surtout même avec l'argent du coach qui a beaucoup mis l'accent sur la discipline. Et Dieu merci, on a eu un bon résultat. La prestation des joueurs a été au-dessus de la moyenne pour moi en tant que footballeur. Et ça s'est plutôt bien passé. Là, on a un fond de jeu, on voit un peu d'où on va. Très bonne équipe, mais sauf qu'il y a encore beaucoup de réglages à faire dans cette équipe, que ce soit sur le plan défensif, que ce soit dans l'entrejeu. Parce que je prends d'ailleurs le petit jeune Baleba, qui m'a foi est un très bon joueur, mais qui a un port excessif de balles. Il faut déjà le recadrer par rapport à ça. Et maintenant, en autre défense, qui est parfois laxiste, comme tout à l'heure, on prend un but d'inattention, parce qu'il y a eu un laxisme défensif. Donc, ce sont des petits réglages qu'il va falloir devoir faire. Nous avons un très grand coach et nous allons remporter la Coupe du Monde avec lui. Et à la fin de la rencontre, le sélectionneur des Lions indomptables, justement, lors de la conférence de presse d'après-match, s'est dit satisfait de ses joueurs qui, selon lui, ont livré une excellente performance, ajoutant une touche technique supplémentaire. Il a également exprimé sa grande satisfaction quant à la cohésion de l'équipe. Je vous propose d'écouter le sélectionneur Marc Brice dans cet extrait de Sébastien Oyébé. Commencer avant le match, je pense que tout le monde en était... en conscience que ça va être un match clé et aussi les joueurs. On a, comme je dis hier ou avant-hier,
c'est un match crucial pour rester dans la route pour la qualification de Coupe du Monde. Alors on a fait ça. Je pense les joueurs, surtout physiquement, ils ont très bien joué. Ils ont ajouté le sauce de technique en plus. On a toujours le contrôle jusqu'à la fin. Il y a des pressions, un peu un moment que l'adversaire il fait rien ou tous et c'est pas possible. Alors, mais je suis très content de cohésion de notre équipe. Les gens qui sont rentrés, ils sont directement dans le même rythme. Alors, tu vois, il y a un entraîneur qui est très content. Guerre contre Boko Haram dans la zone du lac Tchad. La secte islamiste passe de la tactique des kamikazes humains à l'usage de la technologie pour atteindre ses cibles. Elle recourt désormais aux drones équipés d'explosifs pour neutraliser les militaires de la force multinationale mixte. Cette étape marque une évolution dans l'art des attaques de Boko Haram avec une première contre le poste militaire avancé de l'armée camerounaise qui a tué une dizaine de soldats et blessé plusieurs autres, détruit également des équipements militaires. Quelle riposte face à cette nouvelle tournure d'une guerre asymétrique qui a déjà fait près de 40 morts et des milliers de déplacés et réfugiés dans les pays de la région, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Tchad ou le Niger? La lecture de Jean-Paul Chuniat. L'attaque de Boko Haram à Vulgo contre un poste militaire avancé de l'armée camerounaise en territoire nigérian marque une nouvelle tournure dans la guerre asymétrique en cours dans le bassin du lac Tchad, où opèrent les éléments de la force multinationale mixte composée de 5 pays, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Bénin. Jusque-là limité aux attaques kamikazes, avec attentat à la bombe. Depuis la première frappe d'août 2014 en territoire camerounais, la secte islamiste Boko Haram semble passer à la vitesse supérieure en recourant désormais à la technologie de pointe. Dans sa stratégie de guerre, l'utilisation des drones bourrés d'explosifs, pilotés à distance et largués sur les cibles militaires. Une grande première, survenue dans la nuit de lundi à mardi, avec à l'arrivée une dizaine de soldats camerounais tués, plusieurs blessés, des engins militaires incendiés et du matériel de guerre emporté. L'utilisation des drones, qui ne change en rien le caractère asymétrique de cette guerre, appelle indubitablement à une révision des méthodes face à un ennemi jusqu'ici invisible, mais omniprésent sur le théâtre des opérations, et surtout prêt à frapper comme la mort à tout moment, sans que personne, même pas les militaires, ne sache le jour ni l'heure. Même si jusque-là, l'armée camerounaise a souvent fait usage des drones, juste pour scruter et localiser les mouvements et cachettes de ces islamistes. Boko Haram prend ainsi une avance dans sa tactique de guerre, en s'attaquant désormais aux cibles militaires, à l'aide de drones bourrés d'explosifs, évitant ainsi de sacrifier ses membres, qui lui ont toujours servi de kamikazes pendant une dizaine d'années, des désignés pour mourir au nom de la cause djihadiste. Boko Haram a donc encore tué des soldats camerounais, blessé d'autres, détruit le matériel de l'armée et emporté des équipements militaires. La riposte ne va pas certainement tarder, non seulement pour venger ces vaillants éléments de forces de défense et de sécurité, qui ont versé de leur sang pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun, mais surtout parer à toute éventualité que tout objet volant suspect ne s'approche plus jamais des positions au sol des troupes au front de cette guerre qui dure voilà 11 ans et ayant causé la mort de plus de 40 000 personnes, des centaines de villages incendiés, des récoltes détruites, des milliers de déplacés et réfugiés vivant dans des conditions précaires. Et on en parle ce soir dans le Grand Plateau. Jean-Paul Chuniat, bonsoir. Bonsoir Claude Maillot, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. On aura au téléphone notre correspondant dans la région de l'extrême nord, Michael Dopas. Mais déjà, à votre suite, Jean-Paul Chuniat, je voudrais vous donner lecture de ce communiqué de presse du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense qui communique dans la nuit de lundi 24 au mardi 25 mars 2025, une horde de terroristes djihadistes lourdement armés et à bord de plusieurs véhicules tactiques légers a pris d'assaut le poste mixte des forces de défense et de sécurité de la localité de Wulgo, République fédérale du Nigeria, secteur 3 de la force multinationale mixte
de la commission du bassin du lac Tchad au nord de Gambourou, territoire de Ngala, local government, zone frontalière à la ville de Fotokol, département du Logone-Chari, région de l'extrême nord en République du Cameroun. Le bilan provisoire de cette macabre expédition est le suivant. Forces de défense camerounaises, 12 militaires tués. Leurs corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital militaire de région numéro 4 de Maroua. À Maroua, une dizaine de militaires blessés, tous évacués à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena, secteur 1 de la force multinationale mixte, pour un suivi approprié. Terroristes djihadistes, plusieurs assaillants neutralisés. Informés de la tragédie, les chefs militaires des secteurs 1, Cameroun, et 3, côté Nigeria, de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad ont immédiatement organisé des opérations de ratissage sur les itinéraires de repli des assaillants. Il importe de relever sur la base des informations crédibles de terrain que la montée en puissance des groupes terroristes dans le pourtour du bassin du lac Tchad, de par l'armement de pointe dont ils disposent de plus en plus, découle en grande partie de leur alliance claire avec de puissantes entités criminelles transnationales. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense transmet aux familles des militaires disparus les profondes condoléances du chef de l'État, chef des forces armées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Les troupes restent déterminées à intensifier les opérations de recherche et de neutralisation des assaillants jusque dans leur dernier retranchement. C'est signé le capitaine de vaisseau Atonfak Ngemo Cyril Serge, chef de la cellule de communication au ministère de la Défense. Jean-Paul Chouinat, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Woulgo. Dès le départ, aux premières heures, hier mardi, on parlait d'une attaque de drone avec ce communiqué du ministère de la Défense qui évoque plutôt des attaques de personnes à bord de véhicules. Ça change complètement les données aujourd'hui. Dans tous les cas, cette sortie du ministère de la Défense était attendue. Vous savez que cette attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi et certainement, le ministère de la Défense, il a fallu collecter toutes les informations nécessaires afin d'informer le public sur cette situation. C'est vrai qu'il y a d'autres chaînes étrangères qui ont même parlé d'une vingtaine de morts. Exactement. Et beaucoup de blessés, donc pour le moment on s'en tient à la version officielle. Évidemment qu'on ne sait pas quel intérêt l'armée aurait ou alors le ministère de la Défense aurait à dissimuler des informations, puisque le temps que le ministère a pris pour collecter, on se dit certainement c'est l'information la plus fiable et il ne faudrait que s'en tenir à cela. On va prendre les dernières, on va faire le point de la situation dans l'extrême nord, puisqu'il s'agit d'une localité située au Nigeria, mais frontalière à l'État du Cameroun. On fait le point de la situation dans l'extrême nord, justement, avec notre correspondant, Michael Dopas, qu'on a au téléphone. Bonsoir, Michael. Michael Dopas. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que la connexion a quelques petits soucis là. J'espère que je suis entendu là-bas à Douala et partout au Cameroun. On vous reçoit, Michael. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de l'attaque de Woulgo perpétrée mardi par les éléments de Boko Haram? Dans l'extrême nord, qu'est-ce qui se dit? Comment les populations l'ont vécu? Bon, on va dire que concernant les chiffres, nous n'allons pas dire autre chose que ce que la grande muette qui, depuis quelque temps, ne se tait plus. Donc, nous restons dans les mêmes chiffres de l'armée, puisqu'elle commence à communiquer depuis quelque temps. Mais il faut dire que
tout le monde il y a une sorte d'inquiétude dans la région concernant les méthodes que Boko Haram utilise actuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui on a parlé des drones, ce que nous avons approché, les éléments de l'armée que nous avons pu approcher font état de ce que on n'est plus dans les armes réglementaires et dans les stratégies qu'on connaissait hier. Boko Haram a pris aurait pris, on va dire ça ainsi, aurait pris une autre dimension plus importante que ce qu'on connaissait jusqu'ici. Au départ, on savait que c'était des femmes qui venaient avec des cagoules qui se faisaient exploser et des kamikazes qu'on rencontrait partout. Alors on a déjà une autre, d'après les informations que nous avons ici, on a une autre forme de Boko Haram qui a plus de stratégie, qui a plus de moyens. Et les questions que les gens se posent ici sont celles de savoir que tout ce qu'on avait eu par le passé comme prise d'otages, les autorités administratives, celui de Ida Bato a été libéré dernièrement. On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'on leur a donné suffisamment de moyens? Est-ce que les prises d'otages que Boko Haram faisait par le passé, ce qu'ils ont reçu en retour aurait permis à la secte de pouvoir se parer davantage, d'avoir maintenant une stratégie différente de celle qu'on connaissait de cette secte islamiste, parce que vous voyez, nous avons il y a de cela temps fait des études et posé des interrogations quant à ce qu'on pouvait considérer comme une sorte d'accalmie. Est-ce que cette accalmie, c'était une sorte de stratégie pour cette secte-là de pouvoir étudier davantage comment attaquer? Et donc, voilà, en quelque sorte, ce qui se dit ici dans les cœurs des populations dans la région de l'extrême nord, parce que on a vu la multitude de prises d'otages avec les rançons payées, parfois avec la complicité des pouvoirs publics et même des individus. Les gens se sont posé des questions, est-ce que c'était une autre stratégie? Après, il faut signaler aussi que quelque temps après, on a eu l'impression que Boko Haram était parti, mais ceux qui maîtrisent ces choses-là se posaient des questions, comme nous tous, journalistes et autres analystes. Est-ce que c'était une façon d'endormir les pouvoirs publics? Parce que ce que nous avons perdu, vous avez en réalité sur la liste de ceux qui sont décédés, il y a pas mal de fils du Mayo Danaï, pas mal de fils de la région de l'extrême nord, pour tout dire. Et ici, dans l'extrême nord, on n'est pas du tout content de voir les enfants de cette partie du pays partis comme ça, comme ce qu'on est en train de voir, parce que sur la liste de ceux qui sont partis, nous nous rendons compte qu'il y a pas mal de fils de cette région, surtout du Mayo Danaï. Le Mayo Danaï porte le plus gros tribut, si on peut appeler ça comme ça, de ceux qui sont partis dans cette attaque de Boko Haram. Et ici, les populations se posent toutes les questions. Est-ce que c'est parce que les gens veulent déstabiliser le pouvoir? C'est vrai qu'en tant que journaliste, on n'a pas envie de dire certaines choses à haute et intelligible voix, mais ils sont nombreux qui pensent, surtout ceux qui sont proches du parti du président de la République, qui pensent qu'il y aurait peut-être des mains invisibles
qui serait derrière tout ce qui s'est passé. Et puis la technologie avec laquelle Boko Haram, si on doit l'appeler ainsi, a utilisé pour cette attaque, laisse tout le monde se poser toutes les questions quand on parle de l'intervention des drones, quand on parle de la manière dont les opérations se sont passées. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, le journaliste ne va pas aller si loin, on reste au niveau des faits. S'il fallait partir des faits, sortir des faits de ce que le journaliste devait dire, on se serait en train de se poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que Kaba Yegué Djibril, en son temps, avait raison de dire que Boko Haram est parmi nous? Parce que la technologie et la manière du fonctionnement de Boko Haram actuellement inquiète et interroge davantage sur les modes de pratique et même l'appartenance de certaines personnes. Vous comprenez mon gêne dans ce que je suis en train de vouloir dire. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Mais comprenez que c'est vraiment compliqué d'expliquer ce qui se passe ici. Justement, Michael Dopas, on a le communiqué du ministère de la Défense qui évoque plutôt une attaque de personnes à bord de véhicules. Dans les témoignages même des gendarmes, militaires et autres qu'on a pu écouter à travers les vidéos qui sont en circulation sur les réseaux sociaux, ils parlent d'attaque de drones. Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est passé à Woolgo? Ce n'est pas un procès contre le ministère de la Défense, mais on veut comprendre, parce que parler de véhicules, quand ceux qui ont vécu, ceux qui sont même morts, ont été atteints par des drones, ça prête quand même à confusion. Oui, justement, c'est pour cette raison que j'étais en train de dire que notre situation en tant que journaliste et avec l'épée de Damoclès que nous avons sur notre tête, ce qu'on appelle le conseil, comment est-ce qu'on appelle ça, qui gère, qui régule notre secteur. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Il nous est impossible de dire complètement ce qui se passe sur le terrain parce qu'il ne s'agit pas de rester rondé et de parler de ce qui se passe ici. De la vie même des propres soldats qui ont vécu cet événement. Vous voyez, quand vous vous rendez compte que des gens appellent des renforts, parce que il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Vous avez des gens qui pleurent, qui disent que envoyez-nous ceci, cela, mais on ne va pas quand même nous dire que les gens enfin, tout ce qu'on envoyait comme alerte et tout n'était pas entendu. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est pour cette raison que je vous parlais de ma façon, de notre gêne à pouvoir dire certaines choses. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons, comme aujourd'hui, on dit que l'armée est muette. Bon, on a fait le bilan, l'armée devient de plus en plus... La grande muette s'exprime davantage. Mais l'armée qui s'est exprimée cette fois, Michael Dopas, vous avez évoqué cette... accalmie qui était observée par la population de l'extrême nord, qui était d'ailleurs saluée puisqu'elle se disait que c'était la fin des attaques de Boko Haram. Aujourd'hui, on a des attaques qui ont été enregistrées en direction de l'armée. L'armée a été ciblée, une base militaire notamment. Est-ce que, actuellement, quel est le sentiment qui se dégage au sein de la population? Est-ce qu'elle se sent un peu coupable d'avoir aussi relâché la pression? Quand on se souvient qu'au début de cette crise de Boko Haram, il y avait des comités de vigilance qui avaient été installés dans plusieurs quartiers, dans plusieurs localités. Oui, je vais vous dire, peut-être c'est une confidence, c'est-à-dire que nous avons eu
Et c'est pour cette raison que nous nous posons toutes les questions, parce que j'ai été invité il y a de cela quelque chose, il y a de cela quelques jours à un meeting où on avait affaire à un workshop, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est une sorte d'échange entre les journalistes et des gens qui viennent d'ailleurs. Ben, des blancs qui nous disent que, ben, écoutez, je suis responsable de ci ou de ça. Je voudrais causer avec vous, les journalistes, vous qui avez la latitude de connaître le secteur. Et alors, j'avais l'impression au sortir de cette réunion que peut-être les gens cherchaient des informations pour mieux nous anéantir ou pour mieux nous atteindre. Et au cours de cette réunion, j'ai suivi des gens dire des choses du genre où actuellement il y a accalmie, mais on voit quand même des membres de la secte qui font ci, qui font ça, et qui peut-être sont en train de faire des calculs ça et là. Bon, ben, nous avons participé tout simplement pour écouter les uns et les autres. Et lorsque nous voyons la manière dont les choses se passent actuellement, nous pouvons nous poser toutes les questions du monde. Est-ce que parmi ces Européens qui viennent faire semblant d'être des amis du Cameroun qui veulent savoir ce qui se passe, est-ce que ces gens-là ne seraient même pas complices? Parce que quand on voit l'intervention des drones en ce moment, on se pose toutes les questions. Est-ce que c'est toujours Boko Haram? Est-ce qu'il n'y aurait pas une menace étrangère qui serait venue avec une autre technologie pour anéantir davantage? C'est autant de questions que nous nous posons. C'est pour cette raison que vous avez constaté que de nombreuses personnes qui ont même écrit des articles sur ce qui s'est passé dans l'extrême nord depuis quelque temps ne veulent pas parler parce que justement il y en a qui savent ce qu'ils protègent, il y en a qui savent ce qu'ils doivent faire, ceci, mais il faut dire que la situation dans l'extrême nord c'est compliqué. Dans les grandes villes comme Maroua, il y a peut-être de l'accalmie, mais dans l'arrière-pays, c'est compliqué, vraiment compliqué. Dopas, maintenant que la situation se complique un peu plus, vous avez évoqué cette, on va dire quoi, la présence étrangère qui est redoutée et qui n'est pas appréciée dans certaines localités de l'extrême nord. Il n'y a qu'à revoir ce qui s'est passé il y a plus de 2 semaines à Soulé-des-Rois avec ces 2 chercheurs camerounais et leurs accompagnateurs qui ont été assassinés. Vous vivez dans la région, vous maîtrisez les réalités, vous discutez avec les habitants de l'extrême nord. Est-ce qu'on devrait s'attendre à des départs suite à ce qui s'est passé à Woulgo? Ben, il faut dire que ce qui s'est passé à Woulgo, ça va renforcer davantage la méfiance des populations ici dans la région de l'extrême nord. Vous savez, j'ai commis un article il y a de cela quelque temps pour savoir si le Mayo-Tchanaga était devenu une terre de la justice populaire. Mais je voudrais dire que pour ceux qui n'ont pas lu cette thèse-là, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la population est obligée, si aujourd'hui, parce qu'on a entendu des gens condamnés jusqu'à la dernière énergie, ce qui s'est passé à Soulé-des-Rois et il y a de cela quelques jours, 2 autres personnes ont été brûlées dans le Mayo-Tchanaga. Donc, je voudrais dire que c'est autant de choses. Ça veut dire que la population n'a plus confiance en la justice de son pays. La population est aux abois. Il y a de cela quelques jours, les populations sont parties de Tourou, un autre arrondissement du Mayo-Tchanaga, pour venir rencontrer les autorités administratives, notamment le gouverneur de l'extrême nord, pour dire qu'elles ne peuvent plus rester là-bas. Il faut que le gouverneur fasse quelque chose. Mais le discours politique qui a été prononcé a peut-être satisfait les populations parce que
ce même jour, le gouverneur disait qu'il y a des bombardements partout, et au Cameroun et au Nigeria, pour que les populations de Tourou dans le Mayo-Tchanaga puissent rester en toute quiétude. Mais c'était juste un discours, puisque pendant que ces populations ont pris leur moto et tout pour venir rencontrer le patron de la région, en même temps, des hommes sont tombés abattus par les mêmes éléments de Boko Haram. On ne sait pas, est-ce Boko Haram originel ou alors le Boko Haram dont faisait allusion le président de l'Assemblée nationale. Toujours est-il que aujourd'hui, les populations sont obligées de se protéger elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, c'est la tuerie qui s'est passée avec ces soldats, ces brillants soldats qui sont tombés les armes à la main. Mais il faut dire que dans l'extrême nord, les populations sont dans le qui-vive, dans les villages, à Marois et peut-être dans les chefs-lieux de département. On peut se targuer d'être à l'aise, mais dans l'arrière-pays, ce n'est pas du tout ça. Donc il va falloir que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de rester à Yaoundé ou alors d'être une élite politique qui veut peut-être dire des choses au président de la République. Ça ne va pas du tout. La région de l'extrême nord va mal. Donc il va falloir faire quelque chose aujourd'hui. C'est noté. Bon, on ne va pas dire heureusement. Je dis heureusement parce que les populations disent que c'est bien, comme ce sont les soldats républicains qui sont tombés. Je ne vais pas parler comme ces populations-là. On ne sera jamais content de voir les soldats, des éléments de notre armée, tomber de la sorte. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, s'il y a la justice populaire, c'est parce que la population est obligée de se protéger. Si la population est en train de faire ce qui se passe dans le Mayo-Tchanaga, c'est tout simplement parce qu'elle est délaissée, elle doit se débrouiller comme elle peut. Bon, Michael Dopas, même si un sentiment d'abandon ne saurait justifier un meurtre. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans l'extrême nord. Très bonne fin de soirée, Michael Dopas. Merci beaucoup. Nous avons été rejoints par Michel Michaud-Moussala. Bonsoir. Bonsoir Claude, toutes mes excuses à tous nos téléspectateurs. Ce retard est dû à la situation aussi pénible de pouvoir circuler dans la ville de Douala. Le trafic naturellement, et c'est pratiquement la fin de l'heure de pointe. On parle ce soir de cette situation enregistrée dans l'extrême nord en général. Le prétexte, c'est l'attaque de Woulgo où des soldats camerounais, 12 au total, selon le communiqué du ministère de la Défense, ont été tués par des éléments de Boko Haram. Dans le communiqué, le ministère de la Défense évoque une attaque de personnes à bord de plusieurs véhicules tactiques légers. Comment comprendre, Michel Michaud, de votre point de vue, cette nouvelle stratégie de Boko Haram qui n'utilise plus les civils comme c'était le cas avant, mais s'attaque directement aux forces de défense et de sécurité sans avoir froid aux yeux, sans craindre d'avoir en face une riposte? Bien. La situation dans laquelle, d'ailleurs, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos vaillants soldats qui sont tombés parce que ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos époux et ils meurent à la suite de la défense de nos frontières et de notre pays. Pendant que nous sommes ici, il y a ceux qui s'attellent à faire ce travail-là. Donc je m'incline comme tout citoyen camerounais et puis de la paix. Donc vous posez votre question de savoir si la situation de Woulgo devrait nous amener à ne pas comprendre qu'on ne s'attaque plus aux civils. C'est une question, déjà, cette guerre elle est asymétrique. Donc l'ennemi ne s'annonce pas, ce n'est pas une guerre classique dans laquelle on se dit, bon, il y a une cartographie de guerre qu'il faut établir.
C'est-à-dire qu'il faut se reconfigurer en fonction, au fur et à mesure où il y a des événements qui se passent. Il faut rentrer dans un système de défense un peu plus moderne. Si la guerre devient asymétrique, il faut que nos militaires, nos forces de défense aussi s'adaptent à des nouvelles méthodes d'une guerre asymétrique. Cela veut dire que quoi? Le Cameroun a signé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, des accords de coopération de défense avec l'État du Nigeria. Et nous sommes un pays, quand vous prenez le kilométrage de la côte avec nos voisins du Nigeria, Dieu sait c'est la distance que le Cameroun devrait couvrir en termes de frontières. Et le Cameroun a le droit, militairement, de poursuivre l'ennemi dans le territoire nigérien. Donc, ce qui fait que, là, on vous parle des drones dont on a constaté, j'ai écouté Michel tout à l'heure faire un développement, j'ai pu avoir quelques images de Wolgo. On vous dit, en quelques jours, les gens ont pu identifier le site militaire à travers les drones. Et les drones portant des charges, ceci paraît être dans un classique moderne de l'armement actuel. Ce n'est pas à l'époque où nos militaires... Et quand vous voyez tout à l'heure, j'ai vu une image en arrière-plan. Les armes utilisées pour attaquer Wolgo, c'est le type d'arme posée sur la Jeep que vous avez derrière exactement. Cette arme, elle, militairement, quand vous demandez aux spécialistes, elle est horrible. Son champ de tir, même si vous êtes à côté, ne peut pas vous épargner. Donc quand on rentre dans ce type d'armement et qu'on dise que c'est les bandits qui les détiennent, je pense qu'il y a une organisation derrière cette attaque. Il faut faire très attention pour savoir le type. On a voté des gros budgets pour nos forces de défense. Moi, j'étais surpris de voir certains militaires là-bas, malheureusement, qui traînaient avec une arme, avec des babouchopis. Mais je pense que, et quand vous voyez 2 poids 2 mesures, quand je vois comment ceux qui prennent les gars du BIR, moi je suis souvent, Claude, quand je fais l'Aslour, je vois les postes de contrôle de la gendarmerie. Aucun gendarme n'a de pare-balles. Si vous voulez, c'est surprenant, il faut qu'on en parle pour qu'il y ait quand même quelque chose. Vous allez traverser vous faites la route de l'Ouest dans la nuit, vous verrez que les postes de contrôle de gendarmerie qui sont postés de la police, personne ne porte avec lui des pare-balles. Sait-on d'où peut venir une attaque? Ils ne sont pas sécurisés, ils sont en route. Le cas de Wolgo nous interpelle parce qu'en réalité, s'il y avait 7 éveils permanents, même s'il y avait 6 gars qui passaient la permanence dans la nuit, qui montaient ce qu'on appelle la sentinelle, il serait dangereux pour eux de ne pas avoir les équipements classiques de ce que les autres États utilisent. Vous allez voir, nous sommes en frontière, un poste frontalier comme celui-là. Il y a le Nigeria tout à côté. Mais vous savez les influences. Les armes peuvent venir dans le contexte actuel du Soudan, de la zone du Sahel, avec le Niger, le Burkina, tous ces États qui sont aujourd'hui des États qui ont des bases islamiques, qui attaquent, qui viennent en rescousse dans le cadre de la mise en place de ces terroristes d'un autre genre. Donc, il faudrait bien qu'on revoie le système de défense de nos éléments. Parce que là, je peux dire qu'ils ont été pris de court, malheureusement, mais je ne pense pas. Parce que quand vous voyez les images, comment toutes les voitures sol-air détenues par nos forces de défense ont été réduites en cendres, il y a lieu de se poser des questions. Parce que pendant 3-4 jours, les gens ont pu inspecter les lieux par des drones. Et comme disait Michel tout à l'heure, il y a tout type d'espionnage. Parce qu'il y a une volonté de déstabilisation d'un État. On peut passer par ce type de pratique en attaquant nos forces de défense, les bases arrières de nos forces de défense, pour les étouffer, pour essayer de décourager. Et vous voyez que le bilan qu'on nous donne, de 12 morts. C'est le bilan officiel. Le bilan officiel, la suite de ceux qu'on a évacués dans les hôpitaux, entre hier et aujourd'hui,
on n'en sait pas. Mais, écoute Claude, il y a une situation, il faut revoir la stratégie. Et puis, ce qui faisait la force, ce qui fait la force des États en matière de guerre, c'est le renseignement. Est-ce que nos forces n'ont pas dilué le système de renseignement, croyant que la situation s'est largement apaisée? Je pense que le renseignement n'a pas été... Parce que dès l'instant qu'on a aperçu quand même des drones sur une surface militaire, on aurait pu prendre des dispositions pour dire que non. Pendant 2 jours, on a vu des drones survoler. Et ce qui est très très dangereux. Parce que les drones ont la notion de... ça capte les images, ça capte le son, ça capte les orientations que prennent les gens pendant toute une journée. C'est des éléments d'espionnage. Mais ça devrait être des zones, des drones discrets, parce que dans les bases militaires, même pour ceux qui sont pour nous qui sommes dans l'audiovisuel, il n'est pas autorisé de faire voler un drone. Un drone. Mais Claude, c'est ça qui est extraordinaire, parce que même pour tirer sur un drone, il faut que vous ayez l'ordre de vos chefs hiérarchiques. Parce que quand vous voyez des drones, moi je vois des drones en balade ici à Douala, hein, oui. Mais beaucoup ne sont pas assez vigilants pour voir que voilà un drone qui sillonne, qui l'envoie, qui le met en exécution, qui le met en opération. Ça peut être des services d'espionnage de notre propre État pour repérer. Aujourd'hui, le système utilisé par les bandits, les terroristes de Boko Haram, vient à nous interpeller sur la qualité de l'opérationnalité de nos forces de défense sur le terrain. Nous ne sommes pas... Je pense que je parle parce que par curiosité, comme journaliste, comme vieux journaliste, je suis arrivé à aller savoir exactement et écouter les hommes de forces de défense qui me disent que non, il y a eu des failles, il y a eu ceci, mais dans le contexte actuel, il faut savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que depuis quelques mois, on n'a pas baissé la garde? Depuis quelques mois, le service de renseignement est-il fonctionnaire comme il se doit? Parce qu'en réalité, c'est la force de pénétration dans l'état de l'autre. Parce qu'ici, nous avions des États qui vivent ici chez nous. Nous avions des pays amis. Mais leur travail au Cameroun, c'est de se renseigner de nuit toujours. C'est pas pour rien. Vous pensez que sur la base de quoi les missions diplomatiques françaises ont l'habitude de dire à leurs ressortissants de ne pas emprunter certaines routes s'ils n'avaient pas l'information, ils n'avaient pas le renseignement. Donc, il y a des mécanismes qui ont échoué. Malheureusement, ça nous prend des braves soldats, ça nous prend... Il n'y a pas quelque temps, toujours à Bakassi, on en a tué presque 16. Donc, ça se répète maintenant du côté de Volgo. Et il y a lieu que nos autorités se posent bien des questions. Si le contexte de la mise en route de nos éléments, de nos forces de défense, tient si avec le contexte moderne de ce que les autres en face ont utilisé. Dieu seul sait. On a commencé par des drones et des attaques pareilles. Ils peuvent même pénétrer avec des avions de guerre. Donc, qui peut imaginer ce qui peut arriver demain? Donc, c'est à nous, à nos autorités militaires, de revoir, de reconstitutionnaliser le système de sécurité dans un ensemble. Il ne faut pas tout simplement mobiliser les forces pour... mais c'est la partie la plus exigeante. Si on est en guerre contre des individus comme tel que ça a été déclaré, cela veut dire qu'il faut tout simplement mettre... Le chef de l'État avait déclaré en France que le Cameroun était en guerre. Il n'a pas encore déclaré que le Cameroun a pacifié la partie de guerre. Parce qu'en ce moment, tout le monde sait que du côté de l'extrême nord, la situation n'est pas du tout bonne. Et qu'il faudrait utiliser des méthodes. Moi, tous les jours, je vois des effectifs qui sortent des écoles de nos forces de défense et que je me pose bien des questions. Est-ce qu'ils sont suffisamment mis à la disposition de la défense de nos frontières ou ils sont dans des casernes, dans des villes modernes? Je pense qu'il faut voir exactement jusqu'où. Maintenant, ce qui s'est passé est tout à fait un élément qui puisse mettre un éveil à nos autorités militaires afin qu'on voie exactement quelle est la véritable riposte. Il y a des accords... Surtout qu'en face, l'ennemi a modernisé vraiment son équipement. Ce n'est plus la guerre comme avant, comme au début de ces attaques de Boko Haram, Jean-Paul Chouniat. Mais au-delà de questionner vraiment la modernisation de
l'outil de nos forces de défense et de sécurité. Est-ce que sur le terrain, il n'y aurait pas eu une certaine complicité aussi? Parce qu'on parle d'une base implantée dans une localité du Nigeria, où étaient des militaires, des gendarmes camerounais qui ont été attaqués, qui ont été tués. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu justement cette complicité-là? Michel Michaud a évoqué ce relâchement au niveau des comités de vigilance, dans le renseignement et tout le reste. Est-ce qu'un renforcement justement du dispositif de sécurité, de surveillance, de collecte des informations aurait pu éviter un attentat ou bien une attaque comme celle de Bourgo? Non, mais je pense qu'avant toute chose, il faut d'abord rectifier quelque chose par rapport au communiqué du ministère de la Défense, à savoir que le ministère a clairement dit que les assaillants sont arrivés sur des véhicules de type léger. Oui. Bon, le drone, le dire ne veut pas dire qu'on n'a pas utilisé les drones, parce qu'on semble faire comme si les drones sont partis d'ailleurs sur des kilomètres, des trentaines de kilomètres avant de venir frapper. Donc, le drone, c'est un petit appareil de rien du tout, qui est manipulé à partir d'un moniteur qui le guide et permet de frapper. Mais le communiqué nous fait comprendre, parce qu'au départ, on parlait de l'attaque. Même si le communiqué ne précise pas que ça s'est fait que ce sont les drones qui ont été utilisés. Toujours est-il que les individus qui ont manipulé tous ces drones sont arrivés sur des véhicules militaires, comme l'indique le communiqué. Ça, c'est une évidence. Maintenant, s'agissant de cette guerre, je ne veux pas peut-être aller en conjecture, mais il faut préciser d'abord que le type de guerre, la guerre asymétrique, pourquoi on appelle cette guerre une guerre asymétrique? Vous avez un ennemi que vous ne pouvez pas identifier. Vous avez un ennemi qui se fond dans la foule. Vous avez un ennemi qui a des moyens, qui utilise des méthodes par surprise. Et puis, la guerre contre Boko Haram, ce n'est pas la première guerre asymétrique. Vous voyez le conflit israélo-palestinien. Il y a eu d'autres guerres comme ça, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Donc, c'est dire que les forces de défense et de sécurité, même bien équipées, suréquipées, travaillent quand même dans un contexte où il faut une extrême vigilance parce que vous ne savez pas d'où vient la menace. Donc, du coup, ça devient très compliqué. Vous voyez même qu'il y a eu cet accord où on a créé une force multinationale avec 5 États. Mais jusque-là, on n'arrive pas à juguler cette menace de Boko Haram. Ce que Boko Haram a fait, c'est peut-être modifier sa tactique, à savoir qu'en ayant recours aux drones, ça évite de perdre ses combattants. Vous savez qu'autrefois, ils étaient utilisés comme kamikazes, ils venaient avec des explosifs et des charges, et quand ils entraient au milieu de la foule ou parmi les forces de défense et de sécurité, ils déclenchaient leur ceinture, et puis ça explosait en causant des victimes, y compris aux kamikazes. Donc aujourd'hui, on a envie de dire que c'est une sécurisation de leurs combattants, peut-être que la ressource humaine du côté de Boko Haram est limitée, il faut donc faire recours à ça. Mais l'armée camerounaise a aussi souvent utilisé les drones justement pour repérer les positions de Boko Haram. Mais vous voyez la difficulté à opérer pour l'armée. Si on sait par exemple qu'il y a un groupe de terroristes entre la population dans un marché. Est-ce que l'armée peut tirer? L'armée ne peut pas tirer. Au risque de faire plus de victimes civiles que peut-être 4 ou 3 éléments de Boko Haram. Donc c'est une guerre qui est extrêmement compliquée. Les ingérences étrangères dans la tentative de déstabilisation, peut-être on peut mettre cela sur un certain nombre de questions qu'on peut se poser sans trouver réponse. Comment Boko Haram, avec toute la force multinationale qui concerne 5 pays, je rappelle bien, il y a le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin, on n'arrive pas à circonscrire, neutraliser Boko Haram, qui en réalité est une force conventionnelle assez inférieure par rapport à l'effectif des soldats de ces 5 pays. Donc, justement, on pourrait comprendre qu'au-delà de la tactique, ou alors au-delà des moyens d'intervention de cette force non conventionnelle, qui est difficile à détecter, il y aurait certainement une main étrangère, parce que c'est quand même extrêmement compliqué à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais quant à ce qui est arrivé, la seule chose peut-être qui reste à faire aux forces de défense,
c'est de redoubler de vigilance. Parce que jusque-là, même si vous avez tous les meilleurs équipements militaires, sauf à avoir peut-être des satellites qui vont vous permettre de détecter le moindre mouvement ou le geste suspect, encore qu'il faudra des hommes pour contrôler tout ça. Donc le moindre manque de vigilance, tout peut arriver. Et il faut savoir que ces combattants islamistes sont très bien entraînés et prêts au sacrifice suprême. Donc, vous qui tenez une arme ou à un poste militaire en position d'observation ou bien de soutien, vous êtes plus exposé. Parce que le combattant Boko Haram, lui, il arrive, il n'a pas des attributs qui vous permettent d'identifier que c'est un... C'est un étranger. Non, c'est un élément c'est un combattant... de Boko Haram, oui. Voilà, c'est un combattant de Boko Haram. La même chose dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez la difficulté que les forces de défense ont à lutter contre ces différents terroristes. Donc, en un mot comme en mille, peut-être que la seule chose que l'armée a à faire, c'est de se surmoderniser, peut-être en mettant un dispositif qui permettra de scruter les faits et gestes, comme on voit dans certains pays. Dès que vous entrez dans un territoire, tous vos faits et gestes sont scrutés à la loupe. Peut-être que par là, on pourra épargner les forces de défense et de sécurité de subir de telles pertes à l'avenir. Mais avant d'y arriver, parce que ça reste un rêve, même si ce matériel-là, l'armée camerounaise ne l'a pas encore, la population de l'extrême nord s'est transformée en quoi? Les habitants sont transformés en justiciers. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez là-bas et que vous n'êtes pas clairement identifiable, qu'on ne vous reconnaît pas comme habitant ou bien personne du coin, vous êtes attaqué. Le cas de ces chercheurs qui ont été tués pour avoir été confondus aux éléments de Boko Haram. Aujourd'hui, ce sont même les militaires qui sont attaqués. Justement, Claude, l'un des objectifs des forces non conventionnelles, c'est de créer la confusion. Et vous voyez bien, créer la confusion et la peur. Donc, une fois que la confusion et la peur sont installées, on peut prendre n'importe qui pour cible. Peut-être même si on va déplorer que pour le cas de Souleymane Roy, on a quand même des chercheurs qui se sont présentés, ils ont sorti leurs cartes, leurs ordres de mission. Mais là, il faut plutôt déplorer le fait que la population n'a pas été tolérante de les écouter. Pourquoi ne pas les arrêter et les amener à un poste de police ou dans un commissariat ou une unité de gendarmerie? Donc, ce qui s'est passé à Souleymane Roy, je pense que là, il y a quand même une exagération. Mais pour ce qui concerne les vrais combattants de Boko Haram, je pense qu'il faut encore redoubler simplement d'ardeur parce que face à Boko Haram, je ne pense pas qu'il y ait une magie à opérer. Tout à l'heure, Michel Moussala, le doyen, s'est étonné du fait que dans les postes de gendarmerie, les postes de contrôle, qu'on ait des éléments sans des gendarmes et pare-balles. policiers qui n'ont pas de gilets pare-balles. Évidemment, Michel Moussala, ils ne sont pas en guerre. Ils sont là pour faire la collecte. Donc, vous observez bien, je sais que vous savez très bien ce qui se passe. Ils arrivent quand on siffle un véhicule. On ne va même pas regarder dans le véhicule. Est-ce que les occupants du véhicule sont identifiés? Est-ce que parmi eux, il n'y a pas des bandits? Mais la plupart du temps, ils sont là pour maintenir l'ordre. Non, mais attention, quand vous le dites, c'est très grave, Claude. Mais c'est ainsi qu'ils sont présentés, Jean-Paul Chouillard. Non, ils sont présentés, mais ils peuvent aller au-delà parce que, vous voyez, avec ce qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous vous rappelez qu'il y a des séparatistes ou alors des bandes, des combattants armés qui sont traqués. Ils peuvent facilement entrer dans un véhicule, sachant que les différents postes de contrôle qu'on va traverser, le motoboy, le convoyeur descend, il remet, vous voyez comment il prie un billet, il joint au dossier, il arrive, il remet, il n'a pas 2 minutes, on lui remet le dossier, il part. Et donc, dans ce véhicule, qui sont les passagers à bord? Donc, en plus du gilet pare-balles que par le doyen Michel Moussala, je pense qu'il doit avoir, les contrôles doivent être effectifs. Le contrôle, ce n'est pas seulement collecter l'argent. Quel contrôle fait-on alors finalement si on ne peut pas identifier les différents passagers à bord des véhicules? Jean-Paul, en faisant allusion au gilet pare-balles, parlant de nos éléments qui se retrouvent sur nos voies. Mais monsieur, vous voyez la cartographie sur les routes de l'Ouest qui débouchent, qui vont du côté du Nord-Ouest
et qui vont du côté du sud-ouest. Savez-vous d'où viendront les éléments, puisque nous sommes dans une guerre asymétrique de toutes parts. Donc il faut se munir de la rigueur militaire. On doit avoir le minimum qui permette à ce qu'en cas d'attaque, parce que vous ne vous y attendez pas, vous êtes habitué à un folklore de faire interpeller 40 voitures et chacun descend, chaque motoboy descend. Donc vraiment, moi je reviens sur l'essentiel. L'essentiel, quand vous voyez les photos de ce qui s'est passé à Wolgo, il y a lieu. On vous dit que les gens se sont infiltrés dans la NAS. C'est un marché du bétail et du tout. Il faut faire très attention parce que nous avions relativement nos informateurs qui sont aussi sur le terrain. Et puis pour certains qui n'ont pas eu l'opportunité, monsieur, moi j'ai eu l'opportunité comme journaliste d'arriver dans des pays de guerre où j'avais été convié par Reporters sans frontières. Jean-Paul, ça ne rit pas. Ça ne rit pas. Je me souviens. Et c'est pour ça que même la presse, quand la presse est conviée à ça, ils ont des attributs militaires. Vous vous rappelez bien que tous les reportages sur lesquels nous sommes conviés, on nous habille en tenue et le journaliste qui va sur le terrain, il est équipé en fonction du risque qu'il a appelé à courir. Vous voyez, entre l'Israël et la Palestine, il y a au moins 72 journalistes qui sont déjà décédés. Oui. Donc, quand on va, pour ne pas dire la rigueur militaire, c'est la vigilance. C'est pas pour rien que dans les forces de défense, on a mis toutes les captivités modernes. Ça veut dire que le service de renseignement, la sécurité militaire, c'est des gens qui doivent être sur le terrain. C'est eux qui doivent communiquer, qui doivent donner au poste de contrôle un certain nombre d'informations. Parce que, et puis c'est là, Jean-Paul, ne nous voilons pas les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas eu relâchement dans le cas d'espèces à Wolgo? Parce qu'à un moment donné, les habitudes, les gens vous donnent l'impression que vous les avez vaincus. Ils ont replié parce que peut-être la force des 5 États de la communauté qui se sont constitués à un moment donné ont mené une guerre féroce avec nos éléments du Bir. Vous voyez que eux, peut-être que les autres ont été plus vigilants, en y restant vigilants, ceux qui ont des postes arrière comme les éléments du Bir. Et les autres, c'est des compartiments des éléments pris dans tous les secteurs. Vous allez voir que dans la liste de noms, dans les différents corps de nos forces de défense. Oui. Donc, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose et les effets de surprise ne devraient pas être la chose la plus partagée dans les forces de défense. Parce qu'on a dit, le militaire prévoit et prend sur lui d'être un peu plus vigilant. Parce que ce monde qui se constitue, vous voyez, les gars sont entrés, ils avaient des grenades. Et une grenade pour détonner, c'est 3 secondes. Si elle vient à travers les drones, parce que j'en ai discuté avec les hommes en tenue, j'ai passé toute ma journée à discuter avec les hommes en tenue, qui m'ont dit que non. En réalité, une grenade, ça se déclenche, ça se dégoupille 3 secondes après. Donc une attaque comme celle-là, une attaque comme celle-là, 5 minutes. On a l'impression que dans un camp comme celui-là, où les gens ont érigé certains pans, il y a des pans pas loin, où c'est le commerce, comme c'est une frontière. Hein? Oui. Les gens se sont dissimulés. Hein? Et on s'est dit, vraiment, on ne perd pas mine de constater que c'est les éleveurs, c'est les vendeurs du bétail. Et on en vendait déjà du bétail à ce niveau. À un moment donné, ça fait que ça a endormi peut-être nos forces. Oui, mais Michel, je vais même ajouter, c'est pour ça que vous voyez autrefois, quand on affectait par exemple un gendarme ou un policier dans une localité, il avait maxi 2 ans, on les réaffectait. Parce qu'à force de créer une familiarité avec des gens tous les jours... Il perd certains réflexes. Oui, non, vous devenez inefficace. Vous avez raison, Jean-Claude, c'est exact. Vous devenez inefficace. Donc, en principe... Essayez de voir le gendarme qui a passé 3 ans en Diki. Mais il devient familier à tous les braqueurs de la zone. Il faut le dire. Michel Michaud, au-delà même de devenir familier aux braqueurs, il a ses enfants qui vont chez le voisin, les enfants du voisin qui viennent chez lui. On a créé une famille. Mais imaginez ce gendarme qu'on l'envoie interpeller son voisin ou l'enfant de son voisin. Il perd toute vigilance. Il négocier d'abord avec lui avant de lui dire... Mais justement, ça participe à son... Donc c'est la situation que nous avions vécue à Wolgo, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de relâchement, c'est-à-dire que la vigilance n'était pas de mise. Tel que il m'est revenu. Ça ne peut être que ça. Donc, vous voyez, je vous ai dit que l'arme qui est là,
militairement, là voilà, c'est celle qui a été... C'est la 114, elle est lourde. Et vous imaginez que même j'ai vu des images, même nos amis du Nord-Ouest là, ceux qui sont les bandits là, ils ont des pick-up pareils. Ils ont des pick-up pareils et ils détiennent des armes pareilles. Et nos militaires, ils doivent se reconfigurer. Je dis bien que si cette histoire, les gens étaient restés, nos éléments de force de défense, n'avaient pas baissé un peu en croyant qu'il y a cette accalmie et qu'ils peuvent récupérer, parce que d'autres ont été surpris dans ceux qui étaient dans les chambres de repos, de sentir une puissance de tir soutenue. Vous voyez cette histoire où vous vous enroulez, vous pouvez imaginer, on m'a dit que c'est une balle de 160 centimes. C'est énorme. Donc, d'une manière ou d'une autre, les services, les états-majors des armées devraient en réalité, depuis hier, se retrouver sur le terrain pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas à travers les communiqués. Mais il a dit d'ailleurs qu'il y a des assaillants qui ont été neutralisés. Mais au milieu, Michel Michon-Boussala, il y a quand même une population qui est plongée dans la psychose. C'est vrai que c'est une localité, une base située dans une localité du Nigeria qui a été attaquée, mais tous les jours, dans la région de l'extrême nord, dans certaines localités, on enregistre des vols de bétail, des morts, plus de kamikazes, mais des enlèvements avec demande de rançon, des assassinats, ainsi de suite. En de pareilles circonstances, qu'est-ce qu'on fait de la population qui, premièrement, a peur, qui, deuxièmement, se fait justice elle-même, qui, troisièmement, ne peut pas partir de chez elle? Parce que ce sont des gens qui sont installés depuis des générations, ce sont des générations qui se sont installées là-bas, qui ne peuvent pas tourner le dos à ces années d'histoire. Qu'est-ce qui doit être fait pour préserver la vie, ne serait-ce que de la population? Vous ne pouvez pas vivre dans cet environnement et avoir l'esprit tranquille. Évidemment. Mais il s'est agi ici des armes qu'on utilise et qui tuent les gens tous les jours. Comment est-ce que vous pouviez croire? C'est maintenant le lieu de dire aux stratégèmes, parce qu'il y a des gens qui sont censés contenir, comment est-ce que cela s'est fait il y a quelques années pour qu'il y ait cet apaisement? Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qui avait été utilisé pour qu'il y ait ce recul de Boko Haram? Il faut pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'à un moment donné, il y a eu cette accalmie où nous croyons même que nous avions remporté. Nous avions vaincu sur l'ennemi. Donc, il s'est passé bien de choses. Il s'est passé ce qui, les uns les autres, qui sont dans la posture de savoir comment est-ce que le type de guerre devrait se faire contre l'ennemi du Boko Haram. Donc, ce qui fait que, au lieu de focaliser notre esprit sur ce qui pourrait se passer, je peux vous garantir, dans un contexte comme celui-là, les militaires deviennent furieux dans la zone. Et tout devient suspect. Et tout est suspecté. C'est tout à fait normal parce que c'est des êtres humains qui sont sur le terrain. Donc, ce qui pourra arriver, c'est celui d'une méthodologie d'approche qui soit de manière à ce qu'on fasse mettre dans l'esprit pour qu'il n'y ait pas cette psychose de fuite. Parce que si ceux-là dont vous dites, les occupants de la terre, commencent à décamper tous pour le fallacieux prétexte que non, on a militarisé la zone d'habitation et que eux-mêmes, ceux qui n'y sont pas concernés par ça, sont confondus. Hein? Et je dirais que non. C'est un effet psychique tel que les militaires deviennent furieux à la suite des pertes en nombre comme ils les ont eues. Mais maintenant, il faut reconfigurer, il faut voir exactement, comme c'est une guerre asymétrique, s'arranger, s'organiser de manière méthodiquement, de manière à ce que, comme disait Jean-Paul Souvenat, il n'y a pas un classisme. S'il y avait un classisme, on aurait pu dire que non, dans ce classique, on peut dire que l'ennemi est posté là-bas, on se tire dessus, et chacun peut découvrir exactement comment s'organiser. Mais ici, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut redonner, même nos hommes, il faut leur travailler psychologiquement. Il faut qu'il y ait un dialogue.
Il faut qu'il y ait... Les chefs militaires savent qu'est-ce qu'il faut utiliser comme langage pour qu'il n'y ait pas un découragement ou bien qu'il n'y ait pas de déviationnisme tel que arriver sur le terrain qui confondent tout le monde, qui coupent les têtes aux élèveurs, que les élèves soient en train d'être chicotés à tous les coups. Non, ce n'est pas cette armée, hein, puisque nous imprimions armée-nation. Donc, ça veut dire que notre armée est avec nous et nous sommes avec notre armée. Donc, il faut voir toutes les dispositions qui sont prises pour permettre à ce que nous atteignions des meilleurs objectifs, tels que comment remporter sur l'ennemi là où il est. Parce que j'ai entendu un chef de corps dire qu'ils vont riposter de la plus belle manière. Oui. Bon, tant mieux. Parce que si ça peut permettre à ce que... Parce que le Mao Tchanaga est sous l'emprise des violences, c'est-à-dire que des enlèvements, des tueries, c'est que cette zone vit depuis quelque temps. Hein, ça devient comme un no man's land. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir comment est-ce que mettre en place tout ce qui est classique pour permettre à ce que nos forces de défense aient le dessus sur des bandits du Boko Haram. Donc il faut renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Dans tout le sens. Il faut renvoyer tout, il faut tout mettre, il faut remettre tout en cause. Voir le système d'information, voir le système de la communication, voir le système du renseignement et maintenant voir la qualité de nos hommes, qu'est-ce qu'on leur donne en termes d'équipement, tout ce qu'on leur donne pour qu'ils soient vraiment des hommes prêts à tout moment. Dans une guerre comme celle-là, il y a des personnes auxquelles on ne pense pas souvent, Jean-Paul Chouniat. Les veuves, les femmes de ces soldats qui sont morts, les orphelins, les populations locales qui se retrouvent privées de leurs membres. Ailleurs, qu'est-ce qui est fait pour accompagner de telles personnes? Parce qu'on a quand même des personnes qui ont perdu des proches du fait de ces attaques, qui seront marquées à vie, qui pourraient voir grandir des enfants violents, ayant nourri ou qui nourrissent des idées de vengeance. Parce que leur père est tombé au front, tué par des éléments de Boko Haram, ils voudront entrer dans l'armée, ils voudront devenir gendarmes, militaires ou bien éléments du BIR pour se venger. Qu'est-ce qui est fait ailleurs pour accompagner cette couche de la société? Mais évidemment que je voudrais commencer par les soldats au front. Voyez-vous, quand vous voyez votre camarade tomber, déchiqueté, mais je ne peux pas vous dire l'impact que ça a sur vous. Donc, vous devez devenir ultra méfiant au point où, une fois il peut bouger, vous vous mettez à tirer. Donc, il faut certainement un accompagnement psychologique et les rassurer. Michel le disait tout à l'heure, leur tenir un langage qui les rassure. Et au-delà de ces hommes qui sont au front, qui se battent pour la protection de l'intégrité territoriale du Cameroun, il y a leurs familles, les familles qui ont subi, qui ont subi ces chocs-là dont vous avez évoqué. C'est vrai que quel que soit l'accompagnement psychologique, même l'indemnisation, ça ne vous remet pas le membre de la famille que vous avez perdu. Ça vous affecte à vie. Donc, toute la complexité de cette guerre contre Boko Haram, c'est que Boko Haram opère au milieu des populations. Que faut-il faire? Faut-il déplacer les populations avec tout ce que cela comporte? Que faut-il faire? Donc c'est aussi la grande interrogation, parce qu'on se rappelle qu'il y a des zones à l'extrême nord où les gens sont obligés d'aller, par exemple, je crois les Rumsiki sont obligés d'aller passer la nuit dans la montagne, parce que s'ils dorment chez eux, ils vont être attaqués. Et n'oublions pas aussi que ce qui se passe à l'extrême nord, au-delà des combattants de Boko Haram, il y a les bandits. Les bandits qui profitent de l'économie de la guerre, c'est-à-dire qu'ils profitent de la psychose pour profiter et voler le bétail. Vous allez voir, peut-être c'est un vol de bétail, ce n'est pas forcément les éléments de Boko Haram. Parce qu'avant les coupeurs de route, il y a eu les coupeurs de route, ce qui n'étaient pas forcément des éléments de Boko Haram. Donc, c'est toute cette insécurité qui nourrit les acteurs autour de ces guerres, ceux qui gagneraient même que la guerre perdue. Même quand Boko Haram ne fait rien, vous avez des bandes armées ou alors qui opèrent dans la région et créent la psychose. Certainement que c'est de cette psychose qu'est parti les événements de Soulé des Rois, où la population n'a voulu croire en personne, n'a pas voulu croire à ce que disaient les chercheurs qui ont été assassinés dans cette zone-là. Donc, je pense que honnêtement, avec cette guerre, c'est extrêmement compliqué.
La seule chose qu'on a fait, c'est de renforcer la vigilance maximale, même si elle n'est pas à 1000%, mais ça peut quand même, l'éveil peut permettre de limiter encore d'autres cas. Mais il faudra, Michel Michaud, gérer également les déplacés internes. Parce qu'avec la situation humanitaire, avec cette attaque-là, il y aura beaucoup de personnes qui vont rejoindre la région du Nord, d'autres la Damawa ou les autres pays. Est-ce que la situation, par exemple, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a servi de leçon à nos gouvernants pour la gestion justement de ces déplacés internes? On a des villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam qui ont accueilli beaucoup de personnes du fait de la crise dans cette partie du pays. Avec ces attaques qui reviennent de plus en plus dans l'extrême nord, est-ce qu'on pourra gérer ces déplacés qu'on retrouvera dans plusieurs régions du pays? Claude, vous savez, on est dans un contexte où tout peut arriver. Oui. On est à la veille d'une élection présidentielle. Il ne faut pas manquer de le souligner. Il m'est rare, de mémoire de journaliste, d'apprécier un homme d'État dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas la mauvaise foi, mais c'est comme ça que l'approche que je me suis faite dans le métier. Vous avez évoqué un volet social important. Parce que j'ai eu à recevoir dans mon bureau, dans ma rédaction, Jean-Paul, 2 dames qui sont venues se confier pour le fait que leur mari soit mort au champ de tir, en fait, en guerre, soit mort pour la patrie, et que 5 ans après, ils n'ont jamais reçu les indemnités dont les engagements avaient été pris par le ministre de la Défense lors des obsèques. Vous vous imaginez dans quel état ces veuves sont arrivées à la rédaction. J'aurais pu le dire, mais j'ai fait un bulletin, j'ai dit non, j'ai écrit pour dire non, quand même, il faut faire très attention. Ça ne motive pas, ça risque de décourager ou bien de donner l'impression. Moi, je vois un peu le côté humain. Et même sur le plan des engagements, je vois le ministre de la Défense. Tout le temps, je vois en fin d'année, on reçoit les veuves, on reçoit les enfants orphelins, on s'occupe des entrées. Je vois Betty Assomo. Au moins, cet aspect, parce que la question de Claude est celle de savoir qu'après avoir sacrifié sa vie pour la nation, est-ce qu'il y a un suivi pour ceux qui restent, qui appartiennent? Donc celui qui se sacrifié pour la nation peut avoir... Tout à fait. Ne serait-ce que s'occuper, qu'on ait une attention pour les veuves et les orphelins. Donc, je comprends parfaitement qu'il faut bien ces mesures d'accompagnement. D'abord, les mesures d'accompagnement permettent à ce que celui qui vient et qui voit comment son camarade est mort et qu'on en a pris parfaitement soin de sa famille, il y va sans avoir un problème de dire, de jugement, de penser à quoi que ce soit, en se disant, oh, si je parle, non. Il est militaire, il sait bien les engagements que prennent les militaires quand ils sont en formation. Donc, de ce côté, Claude, il faut en parler pour que ça soit un suivi permanent. J'ai dit que j'ai de l'admiration pour ce que fait le ministre Betty Assomo depuis un temps, depuis quelques années. Moi, je vois ça. Quand je vois ça, ça peut être un sous-ensemble, mais il faut pouvoir captiver qu'est-ce qui est important. Quand je vois qu'on s'est occupé des veuves, on a donné des enveloppes à la rentrée scolaire. On a donné... Au moins, c'est encourageant pour ceux qui restent dans ils ont un pourcentage, quand ils sont malades, ils ont un pourcentage applicable dans les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. D'accord. Si vraiment ça s'opère tel que je vois, tel que le ministre Betty Assomo le fait, bravo, salut. Mais je dis que dans le contexte camerounais actuel, il faut éviter de créer un degré de suspicion dans les corps de défense. Il faut que tout le monde parle d'une même voix. Donc, s'il n'y a pas cette synergie, cette organisation méthodique de ce que font les armées de par le monde, je vous ai dit que j'ai eu l'opportunité d'être allé dans les pays de guerre. On va sortir par ces mots, s'il vous plaît, Michel Michaud. Vous vouliez chuter, je vous le permets. Je chute en disant qu'il faut cette synergie. Il ne faut pas qu'il y ait
des fissures qui permettent à ce que qu'il y ait une unité des hommes qui permettent à ce que plus jamais que nous n'ayons plus ce type de bilan en termes de perte de nos hommes parce qu'on a besoin d'eux. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Michel Michaud-Moussala. Merci également à Michael Dopas qu'on a eu au téléphone. Merci Jean-Paul Chouniat. Merci à vous de nous avoir suivis. Le Grand Plateau, c'est la fin. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir.